Bonjour, bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Beaupré et je suis en compagnie de Sébastien Belland. Si vous ne connaissez pas cette balado, je vous invite à écouter l'épisode 0, durant lequel on se présente, on explique ce qu'est ce projet de podcast et ce que nous aimerions réaliser à l'avenir. Aujourd'hui, on se lance tête première dans cette aventure et on commence en grand avec quelqu'un de lumineux. Alors aujourd'hui, on reçoit Frédéric Bouchard. Frédéric Bouchard est doyen de la Faculté des arts et des sciences. Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, en fait, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal et j'ai eu une formation exceptionnelle, sérieusement. Et on pourrait revenir là-dessus, comment je peux en attester. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en philosophie à l'Université Duke. S'il y a des fans de basketball universitaire, les Blue Devils. Donc, Duke University en Caroline du Nord et un postdoc à l'Université de Toronto. Depuis 2005, je suis professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal et j'ai eu différentes fonctions administratives à l'université et dans d'autres organisations. Depuis 3 ans et demi, j'ai le grand privilège d'être doyen de la Faculté des arts et des sciences. Mais je reste et je resterai toujours professeur de philosophie des sciences. Les sujets d'expertise qui m'intéressent en philosophie, il y a 2 volets. Il y a la philosophie de la biologie, donc l'épistémologie de la théorie de l'évolution et de différentes approches et modèles en biologie, surtout en biologie évolutionnaire et en écologie. Et l'autre volet de mes travaux, c'est en philosophie des sciences générales, où je m'intéresse au rapport sciences-société. En particulier, deux questions qui m'intéressent beaucoup, les politiques d'innovation, les politiques scientifiques et d'innovation, ainsi que la question plus générale de l'expertise. C'est quoi un expert? Comment on les identifie? Comment on le reconnaît? Donc ça, c'est vraiment, disons, mes sujets d'intérêt comme philosophe. Puis on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais en fait, euh, ça m'aide beaucoup à être doyen, d'être philosophe des sciences. C'est quelque chose de très, en fait, c'est de très appliqué en contexte de gestion universitaire. Et voilà, donc doyen depuis 3 ans et demi et comme je le disais, c'est un très, très grand privilège d'occuper ces fonctions-là. En tant que philosophe des sciences, tu as le pied un peu dans deux des grandes familles de la connaissance humaine, les sciences plus humaines qu'on pourrait appeler humanities, et les sciences telles qu'on l'entend dans le public, peut-être plus scientifiquement, sciences pures, sciences appliquées, sciences de la vie. Et on le dit un peu auparavant au sujet de cette émission, que les sciences humaines et sociales ont peut-être pas la place qu'on aimerait qu'elles aient dans l'espace public et peut-être même besoin de se faire revaloriser un petit peu. Mais à la base, la question, c'est est-ce qu'on a besoin des sciences humaines et sociales et si oui, pourquoi? Bien, définitivement. Je mettrais la question peut-être plus largement. Mhm. C'est un rapport à la connaissance en général. Donc, d'une part, il faut comprendre que les disciplines sont des constructions de communautés de pratiques, en quelque sorte. Donc, ce sont disons, des institutions qui ont été construites au cours du temps. Bien sûr, il y avait des savoirs, il y avait des objets, il y avait des méthodologies, mais elles se sont structurées de manière, on peut dire, je ne veux pas dire complètement arbitraire, mais elles auraient pu être construites différemment. Donc, par exemple, pourquoi Aristote faisait ce qu'on appelle aujourd'hui de la philosophie et ce qu'on appelle aujourd'hui de la biologie? Donc, pourquoi on construit ça comme 2 disciplines distinctes aujourd'hui, alors qu'on aurait très bien pu, suite à des besoins sociaux ou à des découvertes particulières, déterminer que la philosophie et la biologie devaient être dans la même discipline. Et donc ça, on hérite ici de démarcations euh, qui datent de plusieurs siècles, mais qui sont surtout structurées avec l'université allemande, puis ensuite l'université britannique et française, mais aussi italienne, là, mais surtout le modèle allemand d'université
qui a découpé les disciplines d'une certaine manière. Et donc, on vit avec ces démarcations-là. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup là, la mission de votre balado-diffusion, mais je dirais, pour moi, elle soulève des enjeux beaucoup plus fondamentaux par rapport à la nécessité d'encourager la diversité de la connaissance et de prendre cette diversité-là très au sérieux comme étant nécessaire à l'épanouissement des individus et des collectivités. Donc, pour moi, ce n'est pas tant ce que tu exprimais par rapport aux besoins de revalorisation ou plus de place. Je le vois légèrement différemment. Pour moi, c'est plus une question plus générale de rapport à la connaissance qui est plus visible pour certaines disciplines pour différentes raisons sociologiques, économiques et culturelles. Là. Mais c'est rien d'intrinsèque à ces disciplines-là. Mhm. Et ça aurait pu être découpé complètement autrement. Et aussi, dans différentes sociétés, comment dire, l'attention qu'on porte à différents types de connaissances est différent aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose il n'y a pas de fatalité par rapport à comment les sciences humaines devraient être plus ou moins valorisées. Mais pour moi, beaucoup de ce qu'on va discuter aujourd'hui pour les sciences humaines, sciences sociales, il y a les mêmes enjeux pour de la recherche fondamentale en sciences naturelles. Donc, pour moi, c'est pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des enjeux particuliers, mais pour moi, c'est plus des symptômes de notre rapport à la connaissance en général, plutôt que des communautés en particulier dont l'apport serait complètement négligé. Là. Mais on pourrait quand même sous-entendre, Frédéric, qu'il y a quand même eu des levées de boucliers contre les sciences humaines et sociales dans les dernières décennies. Là. On peut penser récemment à l'ouvrage de Gad Saad, donc, où on critiquait certaines pensées en sciences sociales. Steven Pinker aussi, donc, a eu un discours très critique sur les sciences sociales. Puis ça laisse l'impression qu'on a souvent donc une mauvaise presse en sciences sociales. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tellement une facilité de mauvaise presse pour ces disciplines-là plutôt que, par exemple, donc, du côté des sciences naturelles, par exemple? Donc, je vais faire une analogie ici avec la théorie de l'évolution. Il y a plein de créationnistes aux États-Unis. Il y a très peu de gens qui font des manifestations devant des parlements d'État ou des choses comme ça contre la deuxième loi de la thermodynamique. Pourtant, les deux, en quelque sorte, posent des défis réels par rapport à l'existence de Dieu. La différence, c'est que la théorie de l'évolution donne l'impression d'être facile à comprendre, alors que la deuxième loi de la thermodynamique, c'est quelque chose ou en mécanique statistique, c'est quelque chose de difficile à expliquer et à comprendre. Donc, je crois que ironiquement, ce qui parfois nuit à l'image de certaines théories ou approches en sciences humaines, sciences sociales, c'est que de manière superficielle, elles semblent faciles à comprendre et donc faciles à critiquer. Parce qu'elles sont utilisées elles sont développées dans un langage qui, a son jargon, mais qui reste un jargon qui est souvent plus facile d'approche que des théories en sciences naturelles, qui parfois sont aussi confrontantes sur notre conception de l'être humain. Et donc, je dirais, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé aux créationnistes, et je vois plein d'analogies entre la levée de bouclier contre les darwiniens au 19e siècle, au 20e siècle, et le genre de critique qui est effectué contre les sciences sociales, sciences humaines et sociales. Et je crois qu'une partie de l'explication, il y a d'autres raisons, est que il y a une apparence, il y a une illusion qu'on est capable d'en débattre de manière intelligente sans s'être profondément investi dans la compréhension de ces théories-là et de ces approches. Et alors qu'il y a plein de théories en sciences naturelles qui sont jamais questionnées en public. Mais pourquoi? Parce que, à tort ou à raison, elles semblent difficiles d'accès. Et que si elles étaient plus accessibles, peut-être qu'il y aurait autant de levée de bouclier. Je reviens à la deuxième loi de la thermodynamique.
présume que statistiquement, c'est plus probable qu'il y ait plus de désordre plus tard que moins de désordre. Et de manière caricaturale, je m'excuse à mes professeurs de physique, mais en gros, c'est que notre réalité tend vers le désordre. Désordre, c'est un mot pour chaos, mais s'il y a quelque chose qui est incompatible avec plusieurs théologies, c'est l'inexorabilité du chaos. Et pourtant, pour moi, c'est beaucoup plus confrontant à beaucoup de systèmes de croyances que la théorie d'évolution. La différence, c'est que la deuxième loi de la thermodynamique demande un appareillage statistique très sophistiqué, alors que la théorie d'évolution, on dit hey, « je ne viens pas d'un primate ». Donc, mais je crois qu'on souffre du même, de la même fausse compréhension de ce qui est fait en sciences humaines, sciences sociales, mais qu'en fait, je pense que c'est un des facteurs importants. Il y en a d'autres, là, puis on pourrait y revenir. Il y avait des gens qui intervenaient à la radio française qui nous disaient qu'on est en train d'éteindre finalement l'héritage des Lumières. Je présume que tu vois ça comme un excès de pessimisme ici? Oui, c'est un excès de pessimisme pour deux raisons fortes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif à l'effet délétère d'une polarisation très forte ou d'essayer de contrôler certains types de discours. Ça, c'est quelque chose auquel il faut toujours être vigilant. Je n'adopte pas cette perspective, entre autres parce que, je ne crois pas aux théories d'un âge d'or. Souvent, les gens disent « c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Je crois au progrès, d'abord. Je suis un progressiste au sens premier. Je crois au progrès. Je crois que l'humanité s'améliore. Je ne crois pas que c'est une destinée. Je crois qu'on régresse ici et là. Mais comme le disait un des grands penseurs américains, là je paraphrase mal, mais The arc of history bends towards justice, pour reprendre Martin Luther King. Donc, je ne crois pas qu'avant, c'était mieux pour autant. Donc, ça je commencerai comme ça. L'autre chose, c'est que des débats, je dirais, vigoureux, où on met en cause, disons, nos opposants, c'est quelque chose qui fait partie du débat public depuis toujours, même à l'université. Si vous regardez là, dans les années 70, des querelles, encore une fois, je pense à la biologie, l'histoire de la biologie, pour montrer que ce n'est pas juste en sciences humaines, sciences sociales, mais une des querelles épiques entre scientifiques, c'était entre E.O. Wilson, qui avait formulé la sociobiologie s'intéressant au comportement des insectes sociaux, et Stephen Jay Gould, paléontologue, qui était en fait, lui, c'était vraiment un marxiste assumé. Donc, cette querelle-là, c'était une querelle vitriolique. Franchement, on aimerait ça que ça ne soit pas aussi vitriolique. Ça, c'est un fait. Mais je veux juste pas qu'on panique devant des querelles qui sont très, très hargneuses et vocales. Je trouve ça préoccupant. Mais je ne veux pas non plus qu'on ait l'impression qu'on est en train qu'on est au bord d'une nouvelle falaise. Là. On doit toujours porter attention à la qualité des débats et à la possibilité de divers points de vue de pouvoir s'exprimer. Mais je ne pense pas que nous sommes à un moment particulièrement délétère au débat. Et par ailleurs, on a un accès au débat qui n'a jamais été aussi grand qu'avant. Et c'est ça qui me rend optimiste, là. J'aimerais ça qu'on puisse avoir des échanges de manière plus constructive et posée, mais ça reste très positif d'avoir des voix qui auparavant n'auraient jamais eu voix au chapitre, qui maintenant expriment leur faveur ou leur défaveur d'enjeux particuliers. Donc, non, l'esprit des Lumières, je ne
c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense, l'esprit des Lumières. Là. Donc, c'est facile de dire que c'était tout bon et que tout était parfait avant. Mais donc, l'âge d'or n'existe pas sur ça ou sur d'autres choses. Et par ailleurs, si on connaît un peu l'histoire des institutions, en particulier les institutions scientifiques, ce genre de débat-là a toujours eu cours et a pris différentes formes, a occupé différents rôles dans la sphère publique, mais c'est pas comme si en ce moment, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais selon moi, on ne vit pas un moment de crise du débat. Là. On a des débats, puis franchement, il y a eu ce genre de débat que nous avons, ça a déjà mené à des guerres entre groupes protestants en Grande-Bretagne pendant des décennies. Je veux dire, ça, c'est préoccupant. Il y a du monde qui est mort. On n'est pas là. On a des débats vigoureux et il faut s'intéresser à la qualité. Est-ce qu'on peut trouver des moyens d'échanger de manière plus sereine? Ça, je pense que c'est un projet collectif auquel on doit s'attarder. Mais je n'achète pas là, les discours de crise. Mm-hmm. Tu disais tantôt que l'importance accordée aux différents pans de la connaissance, ça varie selon les cultures. Ce que je trouve vraiment intéressant parce qu'une des choses qu'on a dans les discours actuels, puis une partie du discours qui critique les sciences humaines et sociales, lorsqu'il les compare aux sciences pures et appliquées, c'est que on trouve jamais une réponse satisfaisante ou universelle dans cette approche de sciences humaines ou sciences sociales, surtout plus les sciences sociales. Sauf que l'exemple que tu donnes montre que l'organisation même de cette connaissance-là varie d'une culture à l'autre. Est-ce que tu as peut-être un exemple pour illustrer comment dans une autre culture ces pans de la connaissance-là sont organisés ou qu'est-ce qui est mis en valeur qui soit différent de la culture occidentale, par exemple? En fait, je connais surtout la culture occidentale. Donc ici, je ne peux pas... mais je vais donner un exemple. Si vous achetez un billet de train en Allemagne, dans le champ, dans désignation, bon, ici, genre monsieur, madame, docteur. Puis quand ils parlent docteur, ils veulent dire médecin. D'accord? En Allemagne, il y a PhD. D'accord? Donc, ils ont un rapport à la connaissance qui est clairement différent en termes du capital symbolique attaché à de la recherche, à des chercheurs. D'accord? Donc, ça, pour moi, je parlais plus en termes de différence de capital symbolique, de la même manière que des intellectuels de type philosophe ou littéraire ont beaucoup plus de capital symbolique en France qu'ils n'en ont aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est plus ce genre de différence-là. C'est quand on a un problème, qui appelle-t-on? Moi c'est plus ça, l'indice de capital symbolique attaché à différentes disciplines. Et ça varie d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, puis aussi, ce n'est pas homogène. Donc, dans certains cercles, je veux dire, moi, je suis toujours très, très attentif quand Gérard Bouchard écrit quelque chose ou quand, puis là, je dis lui, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est pas, ici, ce n'est pas par rapport à ses approches, mais je me dis, je vais peut-être apprendre quelque chose. Mais dans d'autres cercles au Québec, ils ne seront pas aussi attentifs. D'accord? Donc, ce n'est pas homogène même au sein d'un même groupe ou d'une même culture, mais il y a des différences nationales qui sont assez notables. Puis là, je donne l'exemple de l'Allemagne par rapport au PhD. Ils se vantent que Merkel soit une chimiste. Ils s'en vantent. Ils ne se disent pas « Oui, mais la chimie, ça sert à quoi? » Donc, ça, c'est une différence de capital symbolique. En France, par rapport aux intellectuels, on le voit aussi, fortement inspiré de la Révolution française, depuis la Révolution française. En Angleterre, là, je dis ça de manière impressionniste, là, je ne suis pas un expert de ça, puis c'est des caricatures anthropologiques qui datent d'un autre siècle. Mais je dirais, si on regarde dans l'espace public, les historiens ont beaucoup de place en Grande-Bretagne. Et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que ce n'est pas universel, ce n'est pas intrinsèque à un champ de connaissances. Le capital symbolique associé à différentes
à différents types de connaissances varie d'un pays à l'autre. Par rapport à la finitude, tu sais, par rapport à ce que tu soulignais, Alexandre, sur le fait qu'on n'ait pas de réponse absolue, pour moi, c'est une question hyper, hyper intéressante comme philosophe des sciences à deux niveaux. Un, les sciences naturelles aussi évoluent. Donc, l'idée qu'il y a des types de savoirs où les solutions sont établies, absolues et irrévocables, ça n'existe pas. En sciences naturelles aussi, les modèles évoluent, les approches évoluent, les théories sont corroborées, falsifiées. Donc ça, je dirais, il ne faut pas surfaire ici le fait que les sciences humaines, sciences sociales ne trouvent pas de solution et qu'en comparaison à des sciences naturelles qui, elles, auraient des solutions. Ce n'est pas comme ça que les sciences naturelles fonctionnent. Deuxième point, c'est que les sciences humaines s'intéressent à l'expérience humaine. Or, l'expérience humaine change selon les circonstances. Donc, les sciences humaines et sociales examinent un phénomène qui lui-même change. Donc, en quelque sorte, on est comme pardonnez l'expression lyrique, là, mais les sciences humaines sociales sont un peu des climatologues de l'expérience humaine et on ne critique pas les climatologues parce qu'ils offrent des modélisations qui changent avec le temps. Ce sont des processus dynamiques qu'ils examinent. Ça dépend de qui on parle. Pour pas critiquer les climatologues avec ça. Exactement. Mais je dirais je comprends. in polite company, je dirais, les climatologues, on ne leur reproche pas d'offrir des modèles dynamiques. Ce sont des processus dynamiques qu'ils examinent. Je dirais que l'expérience humaine est un processus dynamique et donc que c'est normal. En fait, ça serait préoccupant que les réponses des sciences humaines sociales soient statiques parce que ça suggérerait que le processus n'est pas aussi dynamique que ce qu'on observe. Que l'humain serait lui-même statique. Exactement. À la fois dans sa pensée, puis dans ses relations et dans ses sociétés. J'aimerais peut-être ajouter un truc sur la perspective historique pour compléter, Frédéric. Si on regarde, par exemple, l'histoire de la mesure, ben la mesure, par exemple, la longueur, c'est une mesure qui s'est développée sur des milliers d'années. Donc, on part du cubit égyptien, par exemple, jusqu'au mètre dans les années 80. Tandis que la mesure dans le domaine des sciences humaines, donc c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qui s'est développé sur 150 ans, 120 ans environ. Donc, il y a une perspective historique qu'on n'a pas non plus, qui augmente la complexité aussi, donc de comprendre nos objets. Donc, les outils, les méthodes ont moins de... ça fait moins longtemps qu'on les a. Donc, ils sont encore en constitution, je vais le dire comme ça. Toutefois, on a un corpus qui est beaucoup plus large et robuste que beaucoup d'autres disciplines plus récentes. Je veux dire, moi, je lis encore, puis c'est pas mon domaine, mais je veux dire, je lis encore Sénèque. Et donc, il y a quelque chose ici, puis là, parce qu'on parle beaucoup de sciences humaines, sciences sociales, mais pour moi, tout ce que je dis, avec certains caveats, là, mais s'applique aux lettres, ici, on a des traditions, pas des traditions disciplinaires, mais je rappelle que les disciplines sont des constructions sociologiques, mais disons des traditions épistémologiques, des traditions théoriques qui, selon les disciplines et les approches, sont beaucoup plus anciennes que certaines approches en sciences naturelles. Ça ne les rend pas meilleures pour autant, mais ici, ça indique qu'il y a quand même une pertinence qui est reconnue de manière fréquente, continue, à travers les siècles, d'essayer de trouver des approches pour interpréter, comprendre l'expérience humaine. Et idéalement, je dis idéalement parce que souvent, ce n'est pas possible, mais est-ce qu'il y a un potentiel de prédiction? Mais ça, donc, c'est ça, j'ai envie de dire, plus moi, je m'intéresse à l'épistémologie de différents types de connaissances, moins en fait, les distinctions sont réelles, mais elles ne sont pas aussi absolues qu'on le penserait. C'est des particularités plus que des différences radicales
qui affecterait leur validité ou leur légitimité. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attarder à comment c'est perçu. Si tout le monde pensait comme moi, on n'aurait peut-être pas de problème, mais c'est pas... il faut s'intéresser à comment ces savoirs-là sont mal perçus ou mécompris. Mais ce que je veux, en fait, ce que je témoigne ici, c'est que les distinctions ne sont pas aussi radicales qu'on le penserait. Et donc, il ne faut pas adopter les caricatures que d'autres pourraient faire comme touchant une réalité fondamentale de notre pratique. Tu nous parles comme philosophe depuis plusieurs minutes. Il y a un autre côté de ta personne qui m'intéresse beaucoup, puis qui est une des raisons pour lesquelles on est là, à part le fait que tu es toujours impeccablement habillé. Mais c'est quelque chose dont les premières fois qu'on s'est rencontrés qui était vraiment venu me chercher. Tu as été président de l'ACFAS pendant un certain temps. Tu as aussi été directeur de centre de recherche. Donc, tu es dans des positions, tu te retrouves dans des positions où tu n'es pas seulement un penseur, mais tu as à agir aussi. Je sais que pour toi, les deux vont ensemble. Mais est-ce qu'il y a un avant et un après ACFAS par rapport à ta vision de la science dans la société? Est-ce que le fait d'être à la tête de l'ACFAS pendant le temps où tu y as été t'a donné un point de vue différent sur tout ce que tu pensais déjà en termes de connaissances et de société et d'humanité? Les deux choses que l'ACFAS... puis l'ACFAS, c'est une organisation vraiment fondamentale pour... Puis là, je vais dire le Québec, là, c'était le Canada français. C'est encore le Canada français parce qu'il y a beaucoup de membres de l'ACFAS. Il y a des divisions régionales en Alberta, il y en a dans l'Atlantique. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, je parle du Québec, puis je m'excuse, là, c'est trop limitant par rapport à la communauté de l'ACFAS, mais politiquement et sociologiquement, c'est là que ça a eu son grand impact. Je vous invite très fortement à relire les écrits du frère Marie-Victorin. Et je dis en demi-boutade que tout est là. Lui, il s'intéressait surtout aux sciences naturelles, mais parce qu'à l'époque, le clergé avait beaucoup, beaucoup d'influence. Et donc, disons, il y avait une partie des lettres et sciences humaines qui, ironiquement, avaient plus de poids au Québec que les sciences naturelles. Parce que d'être un bon croyant, et là, ici, la philosophie et la théologie aidaient à ça, bien, c'était plus important que d'être un bon chercheur, disons, en géologie. Donc, mais quand on lit le frère Marie-Victorin, puis ça, je l'avais lu avant l'ACFAS, donc c'est un des fondateurs de l'ACFAS. Et d'ailleurs, c'est le fondateur du Jardin botanique, de l'Institut de recherche en biologie végétale, ça s'appelait autrement au cours du temps. Et c'est un des professeurs de l'Université de Montréal. Donc, le frère Marie-Victorin exprime très bien, disons, le pouvoir profondément émancipateur de la connaissance pour une collectivité. Et il aurait pu écrire ça au Brésil, il aurait pu écrire ça en Pologne, il aurait pu écrire ça n'importe où. Okay? Ce n'est pas particulier au Québec, au Canada français, à l'époque où il écrivait, mais ça, pour moi, là, j'invite vraiment tout le monde. Là, je ne me suis pas préparé. Là, je pense que c'est Sciences, Culture et Nations. C'est des lettres qu'il écrivait au journal qui expriment sa pensée. Et il n'y avait comme pas vraiment de distinction radicale entre le développement des individus, l'épanouissement individuel par la connaissance, l'émancipation collective, qu'elle soit politique ou non, ici, ce n'est pas l'enjeu, et le développement économique. À la limite, il disait, vous n'avez pas à choisir. Puis il disait, en fait, si vous choisissez, si vous nous forcez à choisir, vous allez échouer. Donc, en fait, c'est que le plus grand danger, c'est de miser exclusivement la démarche de développement de connaissances sur un de ces trois piliers-là. Ils ne les expriment pas comme ça. Là, ici, je le mets à ma sauce, là, mais je dirais, disons qu'il y a l'épanouissement individuel, il y a le développement collectif,
ou l'émancipation collective, mais je veux dire le développement collectif et il y a le développement économique. Et pour lui, la science, c'est comme ça qu'il disait à l'époque, là, mais c'est la connaissance. En fait, elle participe aux trois si on s'intéresse aux trois. Et donc, il ne faut pas fusionner les trois aspects. Peut-être que c'était une approche trinitaire, là, je ne sais pas. Mais quelque part, il disait qu'il fallait, quand on prend au sérieux le pouvoir de la connaissance, il ne faut pas distinguer entre ces trois piliers-là. Et donc, personnellement, puis tu sais, je ne dis pas que j'ai lu Frère Marie-Victorin au secondaire, c'est pas vrai, là. Je l'ai lu quand j'étais directeur du CIRST, directeur du centre de recherche, un très bon centre là, en philosophie, histoire, sociologie des sciences, politique scientifique, etc. Mais pour moi, c'était pas... L'ACFAS est en continuité naturelle avec cette réflexion-là. Les deux choses que mon passage à l'ACFAS ont plus mis en valeur pour moi. Un, c'est que, à titre de président, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de gens loin de l'écosystème, disons, recherche et innovation. Donc, j'ai parlé à des fédérations de chambres de commerce, à des fonctionnaires dans des ministères qui ne s'intéressent pas, qui n'ont pas comme mandat, disons, de la science-innovation. Donc, la chose, personnellement, la plus précieuse, c'est d'avoir l'opportunité de parler puis de comprendre aussi le rapport à la connaissance avec des gens qui ne sont pas dans notre cercle habituel. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a transformé, mais disons que ça a transformé mes arguments ou ma pédagogie, ça a transformé ma sensibilité à ce que les autres espèrent, quelles sont les aspirations des gens par rapport à la connaissance, mais ça n'a pas transformé mon engagement. La chose que je me suis plus approprié comme président de l'ACFAS, qui était comme instinctive, mais dans ma tête, qui n'était pas aussi théorisée, c'était l'importance de la relève en recherche. Et ça, donc, nos maîtrises, nos doctorants, nos post-doctorants, leur importance capitale à l'épanouissement humain, le développement des collectivités et le développement économique. Pour moi, c'est quelque chose, comme j'avais été doctorant avant, les doctorants, c'est important, mais je veux dire, c'était à la limite, c'était pas corporatiste, mais c'était intéressé. Mais comme président de l'ACFAS, c'était la réalisation que des sociétés florissantes ont absolument besoin d'un vivier de talents diversifiés, allumés et qu'on soutient. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pu m'approprier, disons, de manière plus intellectuelle et de manière aussi affective, là, en tant que président de l'ACFAS. Notre relève en recherche est la condition même de notre progrès. Et se désintéresser de leur sort nous condamne là, au déclin. Heureusement, je pense que le Québec fait beaucoup mieux. Le Québec et le Canada, en fait. Ici, je pense qu'on pourrait toujours faire mieux. Mais je pense qu'il y a au moins un souci de la relève, même si ce n'est pas toujours théorisé. Là. Mais la relève en recherche, c'est quelque chose qui est plus prédictif de notre succès collectif qu'à peu près n'importe quoi d'autre, selon moi. Et ça, c'est vraiment comme président de l'ACFAS, mais c'est quelque chose que je porte en moi depuis ce temps-là. Puis comme doyen, ça touche beaucoup comment je vois le monde. Les chercheurs sont absolument essentiels à notre épanouissement individuel collectif. Et dès que tu acceptes ça, bien, la relève en recherche devient, disons, presque la partie la plus importante de cette mission de recherche. Je vais faire du pouce avec l'idée de la relève justement en recherche pour balancer la discussion vers l'actualité. Puis peut-être se poser la question sur l'impact ou le rôle des sciences humaines et sociales dans la présente pandémie. C'est assez
impressionnant de voir la diversité des savoirs qui doivent être mobilisés pour gérer la crise, s'en sortir, mais aussi pour vivre à travers la crise. Et donc, si on regarde, il faudrait parler à mon homologue à l'École de santé publique, mais c'est fascinant. L'École de santé publique, ses objets d'études, ou en fait, pas juste l'école, la santé publique en général, ses objets d'études, ses méthodes sont un savant mélange de sciences naturelles, d'approches quantitatives qui pourraient être autant en sciences naturelles qu'en sciences sociales, de sciences sociales, mais aussi de lettres et sciences humaines. Donc, de comprendre le vécu des gens à travers des crises ou en réponse à des directives. Donc, à la base, on parle souvent de recherche intersectorielle ou interdisciplinaire. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une manière de le décrire, mais si on constate que les problèmes complexes, lorsqu'ils sont reconnus dans leur complexité entière, exigent autant des sciences naturelles ou biomédicales, dans ce cas-ci, et des sciences humaines et sociales et les lettres. Et à titre vraiment personnel, je dirais, nous tous, pas nous tous, beaucoup d'entre nous consommons des quantités ahurissantes d'articles de toutes parts. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, pour m'aider à passer personnellement à travers tout ça, je m'abreuve autant d'analyses épidémiologiques que de retourner à des grands penseurs grecs ou à des historiens de l'histoire américaine. Donc, je vais m'abreuver dans un puits extrêmement riche de connaissances pour m'aider personnellement à passer à travers d'une manière sereine, mais aussi à mieux gérer la situation. Frédéric, une curiosité, Oui. est-ce que tu aurais des lecteurs à nous proposer d'ailleurs pour pouvoir mousser notre réflexion en ce moment? Là, c'est que je suis en train de m'attaquer à un monstre. C'est tellement un gros ouvrage. Il y a Robert Caro, qui est un historien de la présidence américaine de Lyndon Johnson. Et c'est des milliers de pages, OK? Mais son livre le plus célèbre, c'est, je me souviens plus si c'est le deuxième ou troisième tome, mais c'est Master of the Senate. Et il analyse en fait, c'est sur Lyndon Johnson, mais le président qui a fait beaucoup pour faire avancer la cause des droits civiques aux États-Unis, droits civils, en particulier des Afro-Américains. Et d'une part, c'est que ça parle beaucoup de racisme. Donc, on voit le chemin parcouru, on voit aussi le recul. Et ça c'est frappant. Et je dirais, pour moi, c'est lié à la COVID parce que la COVID soulève toutes les inégalités, l'effet des inégalités, entre autres raciales, sans parler de socio-économique. Et donc, de lire cette partie-là de l'histoire, c'est fascinant, c'est avant qu'il soit président. Mais on voit aussi à quel point, oui, la présidence américaine est importante, mais comment la vraie game, c'est le Sénat. Et donc, on voit d'une manière, je dirais, c'est très, très bien écrit, c'est très divertissant, mais on parle de querelles au Sénat dans les années 40 et 50 par le menu détail. C'est pas pour tout le monde. D'accord? Mais Master of the Senate, en ce moment, ça m'aide à comprendre tous les blocages au gouvernement américain actuel, ainsi que pourquoi pour Biden, ça ne sera pas facile. Donc, ça c'est quelque chose sur lequel je m'attarde beaucoup. Un autre livre, puis là, je le mentionne, mais c'est à peu près les deux seules choses sur l'histoire des États-Unis que j'ai lues dernièrement. Le livre s'appelle Leadership in Turbulent Times et c'est de Doris Kearns Goodwin. Ça, je dois vous dire, comme gestionnaire, quand on se compare, on se console. Donc, en gros, c'est de voir des épisodes des présidences américaines
pour voir que finalement, les défis qu'on peut avoir comme, disons, directeur de département, doyen, vice-recteur, recteur, comparé aux crises que Abraham Lincoln ou que Lyndon Johnson, Theodore Roosevelt et Theodore Roosevelt. Donc, ça, Leadership in Turbulent Times, je le recommande vivement. C'est beaucoup plus accessible et c'est une série de vignettes historiques sur comment des grands leaders ont abordé des grands problèmes de société, puis comment ils s'en sont sortis, puis comment ils sont tous poqués. C'est que c'est très humain. On voit qu'il n'y a pas de surhumain. Il y a des humains qui font du mieux qu'ils peuvent avec l'information qu'ils ont. Et c'est un très bon livre d'histoire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessible que Master of the Senate. Sinon, il y a une collection de livres avec laquelle je suis en amour. Et c'est une série de nouvelles traductions de penseurs grecs et latins, romains, donc de l'Antiquité. Mais ce sont des extraits choisis. Donc, et c'est une magie de marketing d'éditeur. Il y a un éditeur quelque part qui s'est mérité une belle carte de Noël parce que, en gros, c'est qu'il présente les livres comme si c'était des self-help books, donc contemporains. How to be content, how to grow old, how to die, how to run a country, how to think about war. Et c'est à Princeton University Press. Et j'en ai lu une dizaine durant la COVID. Ça, c'est beaucoup plus pour me ressourcer. C'est des grands penseurs. Il y a un livre aussi de poésie de Horace, je crois. En tout cas, mais c'est des anciens textes en grec ancien et en latin qui sont actualisés et qui sont... et c'est des extraits choisis. Et moi, ça m'aide comme être humain. Quand on lit, puis c'est dans les milieux de politique, de relations internationales, c'est un classique, mais la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Donc, c'est la guerre entre Athènes et Sparte. Et je dirais que c'est un très long texte. Moi, j'avais essayé de le lire. Je n'avais pas la patience ni la nécessité de le lire. Bien là, ils ont sorti des extraits choisis. C'est How to Think About War. Mais c'est qu'il y a des leçons profondément humaines là-dedans parce qu'on voit les Athéniens se convaincre, se craquer qu'ils devraient faire la guerre contre les Spartes. Et on voit à quel point souvent, par ego, par crainte, on se convainc de faire des choses qui sont désastreuses. Je rappelle, divulgateur, je vous avertis, les Athéniens perdent. OK? Mais je recommande vivement How to Think About War de Thucydide. Mais en fait, il y a une série de penseurs stoïciens, d'épicuriens dans cette collection-là. Et je dois dire que les stoïciens et les épicuriens ont une pensée. Thucydide n'est pas l'un d'eux, mais je recommande vivement cette collection-là. Donc, ce sont les textes, en gros, qui ont nourri ma COVID. J'ai eu beaucoup de difficultés à lire de la fiction cette année parce que la réalité dépasse la fiction. Donc, j'ai été beaucoup plus dans ces textes du genre. Habituellement, je dis plus de fiction. Mais franchement, la collection à Princeton University Press, puis là, je ne me souviens plus du nom de la collection, là, mais je pense que c'est Classic Thought for Modern Thinking, quelque chose comme ça. Là. Mais cherchez How to Think About War de Thucydide à Princeton University Press. Puis aussi, ça c'est pour les fétichistes de livres, mais c'est qu'il y a l'original en grec ancien à côté de la traduction. Je ne lis pas le grec ancien. Mais ça ébranle parce qu'on réalise que ces mots-là ont voyagé avec nous, jusqu'à nous, pendant des siècles, voire des millénaires. Et ça, c'est bouleversant, là, de réaliser que la condition humaine change, mais qu'elle a quand même des expériences qui, tout en se renouvelant, restent fondamentales à l'expérience humaine, comme le conflit, malheureusement. C'est
Ouais, c'est le genre de truc. Est-ce que c'est... On peut peut-être clore là-dessus, mais j'ai une question à brûle pour point comme ça. Est-ce que c'est moi ou c'est souvent en temps de crise qu'on se rend compte que la connaissance est plus unitaire que ce qu'on aimerait qu'elle soit? C'est dans le temps de COVID qu'on se rend compte que ça prend toutes les connaissances pour la régler. C'est moi qui est dans le champ? En fait, je suis d'accord avec toi. Je vais le remettre encore une fois dans quelque chose de plus large. Quand ça va mal, on réalise qu'est-ce qui est important. Et je dirais, c'est vrai pour nos relations avec nos proches. Il y a plein de relations d'amitié, des relations familiales on traite au quotidien avec une certaine complaisance. Ah, je le verrai plus tard. Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. D'accord? On le traite avec une désinvolture par rapport à l'importance que ces relations jouent dans notre vie. Là, quand on est en période de crise ou quand on est en maladie ou quand on réalise que ces relations-là sont la chose la plus précieuse dans notre vie. Pour moi, notre rapport à la connaissance, je dirais, il fait partie du même phénomène. Quand ça va mal, de quoi a-t-on besoin? Puis là, je ne parle pas besoin juste en termes d'outils, mais en termes de ressources pour nous stabiliser, pour nous permettre de grandir. La recherche, oui, on parle de recherche de vaccins, mais je ne suis pas le seul qui lit plus qu'avant. Donc, le besoin pour l'esprit de comprendre ce qui se passe autour de lui, soit de manière proximale, soit de manière plus fondamentale, c'est un appétit qui est féroce et qu'au quotidien, quand on est bercé, disons, de chips et de OD, j'adore les chips, j'ai rien contre OD, mais je dirais, dans le quotidien, puis juste être occupé, il faut payer les comptes, on est à la course, tout ça, c'est très facile d'oublier ce qui est important. Puis aussi, donc la connaissance, pour moi, tombe dans cette catégorie de choses suprêmement importantes qu'on prend pour acquises au quotidien et que quand ça va mal, moi, je trouve ça, à la limite, presque rassurant, notre tropisme naturel vers ce soleil-là. Et parce que ça me dit que quelque part, when the going gets rough, notre main va vers un livre, elle va vers un article, va vers une émission de vulgarisation scientifique ou une émission intellectuelle, parce qu'on a l'impression que ça va nous donner un peu de stabilité dans un monde qu'on ne comprend pas. Et ça, pour moi, il y a quelque chose de très encourageant. Ça serait juste, en fait, ça serait le fun qu'on soit capable de reconnaître ça hors des temps de crise, mais c'est vrai aussi pour nos relations. Quand la crise va partir, là, on se le dit, mais ça va être très difficile pour tourner au petit quotidien où on prend nos amis ou nos cousins pour acquis et on se dit « Ouais, ben, je leur parlerai plus tard ». Et ça, il est souvent trop tard quand on se rappelle l'importance de ces relations-là. Et c'est la même chose avec la connaissance. Si on s'intéresse à la connaissance juste quand ça va mal, bien, on lui permet pas on contribue pas à son épanouissement dans la durée, comme les relations. Frédéric Bouchard, doyen de la faculté des arts des sciences de l'Université de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous.